Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, les semaines de l'évolution professionnelle dureront du 10 au 21 octobre et sont organisées par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle de chaque région en France, ainsi que par l'APEC. Quelques petites règles et consignes un peu techniques. Tous vos micros sont coupés par défaut. Si vous avez des questions, on vous invite à les poser dans l'onglet vraiment dédié. Donc, c'est un petit onglet questions qui est voilà, juste à côté du chat. Donc, pour vos questions, tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser à l'écrit. Donc, on est 3 à intervenir aujourd'hui pour parler plus précisément des métiers du secteur de l'accompagnement à domicile. Et donc, moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Et donc, je suis accompagnée de 2 expertes de ce secteur professionnel qui vous parleront de la branche de l'aide à domicile, mais aussi des principaux métiers que l'on peut retrouver. Donc, je laisse la parole à Laure pour démarrer, qui va se présenter et qui va vous parler de cette belle branche de l'aide à domicile. Merci Marie. Bonjour à tous, donc je suis Laure Servat, je suis responsable formation et développement RH à l'Union nationale ADMR. Donc l'ADMR, c'est l'un des 4 réseaux employeurs de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Alors, avant de vous présenter vraiment les métiers de l'aide à domicile, il était nécessaire de faire un petit rappel du secteur, on va dire, et de son organisation. Donc, nous appartenons, nous, à la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, donc on appelle la branche de l'aide à domicile. Et donc, les structures que nous représentons sont toutes des associations. Donc, c'est une branche, la branche non lucrative, en fait, de l'aide à domicile et qui est ancrée dans l'économie sociale et solidaire. Donc porteuse de certaines valeurs, notamment des valeurs associatives que nous défendons. La branche de l'aide à domicile, donc c'est évidemment une branche avec une convention collective qui lui est propre. On représente environ 4500 structures qui emploient environ 225 000 salariés sur toute la France. Et c'est une branche qui recrute énormément. Le recrutement, c'est vraiment un sujet d'actualité pour nous, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, le vieillissement de la population qui fait que les besoins d'accompagnement sont croissants. Et puis, également, le souhait des personnes de vieillir à domicile, ou en tout cas de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Ce qui fait qu'on a de plus en plus de demandes d'accompagnement de ces personnes. Et c'est une des raisons pour lesquelles on recrute beaucoup. Et ensuite, évidemment, il y a également le remplacement des départs en retraite de nos salariés. Donc on a de très gros besoins de recrutement déjà depuis quelques années, et ça va crescendo dans les prochaines années. Alors d'ici à 2030, nos besoins sont vraiment croissants. L'aide à domicile, qu'est-ce que c'est ? En résumé, c'est un accompagnement du début à la fin de vie. Ça va de la petite enfance jusqu'à la fin de vie, en passant par l'accompagnement de familles ou de personnes en situation de handicap. Et ce, pour différents types de prestations. On peut avoir parfois un peu des idées reçues sur l'aide à domicile en s'imaginant plutôt des personnes qui interviennent uniquement pour des prestations de confort, ce qu'on appelle du ménage, s'occuper du linge, etc. En fait, l'accompagnement qui est proposé par nos structures est bien plus large que ça, puisque ça va effectivement de la prestation de confort jusqu'à l'aide humaine, en passant par les soins. Donc on a dans nos structures du soin, des aides-soignantes, des infirmières qui interviennent. Donc c'est vraiment un panel très large de services qui sont proposés par les structures pour accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin. Différents types de postes à pourvoir dans nos structures. Donc, il y a évidemment tous les métiers de l'aide et de l'accompagnement.
donc de l'agent à domicile, l'employé à domicile, les auxiliaires de vie sociale, qu'on appelle également les AES désormais, et puis les techniciens d'intervention sociale et familiale, donc les TISF. Les métiers du soin dont je viens de vous parler, que sont les aides-soignants et les infirmiers. Et puis, il y a évidemment des métiers plus support, on va dire, dans l'encadrement intermédiaire, sur des postes administratifs avec des responsables de secteur, des secrétaires ou encore des cadres administratifs, voilà, qui vont être surtout sur des fonctions support. Nous recherchons donc dans tous ces métiers tout type de profil en fait, et l'un des avantages de la branche, c'est que il est possible de rentrer dans nos structures avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience du secteur. Et puis voilà, les profils qu'on a sont souvent très, très variés. Donc il y a des gens pour lesquels c'est un premier emploi, et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui opèrent une reconversion professionnelle et se réorientent dans l'aide à domicile. Donc les structures sont vraiment ouvertes à tout type de profil, puisque comme je vous l'ai dit, les besoins sont croissants. Et l'un des intérêts de la branche, c'est que nous avons une politique de formation qui est très forte, et nous avons dans l'idée de pouvoir accompagner les salariés qui rentrent dans la branche par de la formation. Donc évidemment, éviter d'envoyer des personnes qui n'auraient pas encore été formées au domicile des personnes que l'on accompagne. Mais voilà, avec différentes formations plus ou moins longues pour accompagner les salariés. Donc ça, c'est en termes d'intégration. Et puis, tout au long de leur parcours professionnel, de façon à permettre éventuellement des mobilités. On est sur des métiers qui ont du sens. On parle beaucoup en ce moment du sens que l'on donne à son travail. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les propos des gens qui veulent se réorienter vers des métiers qui ont du sens. Donc là, on est en plein dedans, on peut dire, puisqu'on est vraiment au cœur du lien social, dans l'accompagnement de personnes qui sont fragilisées, donc des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes en situation de handicap, auprès de familles qui rencontrent différents types de difficultés. Donc on est vraiment sur des métiers qui sont au cœur du lien social. Voilà, évidemment, il y a quelques prérequis. Il faut quand même avoir un peu le sens du contact, et puis surtout, se sentir utile, avoir envie de se sentir utile et d'aider son prochain. Et ensuite, ce sont des métiers qui requièrent quand même de l'autonomie, même si les intervenants ne sont pas seuls, puisqu'elles font partie d'une équipe pluridisciplinaire le plus souvent. Mais voilà, ce sont des métiers sur lesquels il faut quand même avoir de l'autonomie. Quand je dis que que les salariés ne sont pas seuls, évidemment, quand on intervient au domicile, on est en toute autonomie, mais en revanche, derrière, il y a une équipe, donc il y a une responsable de secteur, il y a des responsables et il y a une équipe qui peut aider à voilà, construire son intervention, ou en cas de problématiques, de difficultés ou de choses nouvelles qui apparaîtraient sur cet accompagnement, des possibilités d'échanger avec d'autres professionnels pour accompagner au mieux la personne. Je vais peut-être laisser la parole à Alda si vous voulez vous présenter, Alda. Et c'est Alda qui va vous présenter 3 métiers qu'on a sélectionnés pour vous. 3 métiers de l'aide à domicile qui sont un peu des métiers phares, on va dire, de nos interventions. Tout à fait, Laure, merci. Donc, Alda Gauthier, donc secrétaire fédérale de la Fédération CFDT Santé Sociaux, une organisation, l'une des organisations représentatives de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Alors oui, concrètement, voilà, c'est quoi aide à domicile? Donc, c'est intervient au domicile des personnes fragilisées par l'âge, de handicap ou la maladie. Il intervient sur prescription médicale, enfin, c'est plus du soin, mais c'est souvent suite à une fragilité et que le médecin, évidemment, conseille pour
que l'aide à domicile intervienne au domicile de cette personne, il ou elle travaille en lien avec les autres professionnels ou intervenants chez la personne. Alors, ces missions principales sont en partie prendre en charge les tâches d'entretien de la maison, donc ménage, lessive, repassage, aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne, réaliser les achats alimentaires, préparer les repas, maintenir aussi forcément le lien social avec la personne aidée dans ses sorties, courses, rendez-vous chez le médecin, et assister la personne aidée dans les démarches administratives ou l'aider à remplir des papiers. Voilà un peu principalement. Alors, on pourrait vous donner des exemples, par exemple, je sais pas, on peut intervenir chez Jean qui a 90 ans, qui préparait son petit déjeuner ou déjeuner tout en discutant. Aussi, par exemple, une intervention, c'est de l'entretien du linge, l'accompagner à la pharmacie pour le retour au domicile, ou chez, je sais pas, on peut avoir aussi la vaisselle ou comment dire, préparer les repas, prendre le temps avec la personne, vraiment prendre le temps d'être auprès de la personne aidée. Et aussi faire voilà, des petites courses, l'emmener chez le généraliste ou à la pharmacie, ou voilà, préparation du repas aussi pour le soir. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que c'est important, c'est le savoir-être. C'est vrai que ça fait partie, c'est un peu des compétences finalement de ces métiers. Donc, ce métier requiert comme l'a dit Laure précédemment, des qualités d'autonomie et une capacité d'adaptation, parce qu'en fait, on intervient vraiment au domicile, au quotidien, évidemment, dans l'intimité des personnes en perte d'autonomie. Donc, il faut, automatiquement, ce métier nécessite un sens de l'écoute, de la bienveillance et un fort intérêt, évidemment, pour la personne aidée. Et ce métier, évidemment, exige aussi la discrétion. Alors, le savoir-faire qui est important aussi de savoir, c'est être un peu organisé, évidemment, pour réaliser des tâches ménagères et du quotidien, être capable de prendre en charge aussi des démarches administratives simples, hein, et savoir communiquer aussi autour de l'entourage des autres intervenants à domicile, hein, et évidemment la famille qui entoure la personne aidée. Alors, voilà, on est autonome et pas seul, évidemment, parce que l'aide à domicile travaille sous la responsabilité d'un responsable de secteur qui, lui organise ses journées et supervise un petit peu le travail qui est fait au quotidien de personnes aidées. Alors, évidemment, c'est un travail de partenariat, puisqu'il intervient, d'autres professionnels peuvent intervenir aussi autour de la même personne. Voilà. Voilà pour le métier d'aide à domicile, hein, et comme l'a dit Laure, on peut vraiment rentrer dans la branche sans forcément de qualification, et on peut par la suite soit avoir une possibilité de formation au sein de la structure, et pouvoir faire comment dire, une formation en lien avec le titre d'aide aux familles, ADVF, hein, voilà, pour pouvoir accéder et comment dire, remplir les missions du public aidé. Alors, je vais vous parler d'un autre métier qui est aussi, comme l'a dit Laure, un métier phare, hein, de la branche. C'est l'accompagnant éducatif et social, hein, qui est pas si récent, qui est récent, non, pardon. Donc, c'est vrai que là, c'est aussi c'est un métier qui contribue à la qualité de la vie de la personne, au développement, au maintien et aux capacités à vivre à domicile. Lui, il intervient évidemment auprès de personnes âgées ou dépendantes, hein, ou en situation d'handicap, qu'il soit d'ordre physique, psychique ou sensoriel.
Alors, il apporte une assistante individualisée, puisque c'est vraiment avec un suivi plan d'aide qui va permettre d'avoir un accompagnement qui, pour la personne aidée, qui reste vraiment individuel, qui permettent aussi à ces personnes de rester au domicile et qui permettent aussi de garder les repères de l'environnement familier et affectif de la personne aidée. Alors, c'est pareil, on a à peu près les mêmes choses, évidemment. Le savoir-être, c'est un peu des compétences clés. C'est vrai que ça, l'AES, donc l'accompagnement éducatif social, il s'implique au quotidien auprès de la personne fragilisée. Et évidemment, c'est la même chose, il faut une adaptation aux diverses situations, voire inhabituelles, et aussi une distance vis-à-vis de personnes aidées, ce qu'on appelle un peu plus de recul, pour pouvoir savoir un peu faire la différence entre le professionnel et la vie privée. Et évidemment, pareil, il est soumis au secret, il est soumis au secret professionnel. Il ne doit pas, voilà, parler avec d'autres personnes sans forcément avertir la personne aidée. Le savoir-faire, pardon, c'est connaître tous les dispositifs et les institutions en lien avec le métier, savoir collaborer avec d'autres partenaires, travailleurs sociaux et paramédicaux, et puis être amené à faire des petits écrits, des bilans pour qu'ils puissent aider aux autres partenaires à mieux suivre la situation de la personne aidée. Alors c'est pareil, c'est un métier évidemment, on n'est jamais seul, puisque on est toujours accompagné on est seul au domicile, mais on n'est pas seul parce qu'on est avec une équipe. Et puis on a aussi la responsable de secteur qui organise les interventions et supervise. Et donc, il y a toujours un lien avec, à travailler avec une équipe pluridisciplinaire et qui a aussi parfois avoir des échanges avec le personnel de santé pour bien prendre en charge la personne aidée. Alors, on peut avoir des exemples, évidemment. C'est vrai que ça va être plutôt évidemment là l'aide à la toilette, à l'habillage. On va lever la personne, préparer les repas, on va stimuler la personne, on va mettre, par exemple, une personne qui est un peu immobilisée parce qu'elle a une fracture, on va essayer évidemment de la stimuler, de mettre la lecture à sa disposition, des jeux pour ne pas qu'elle perde un petit peu plus d'autonomie. Et puis l'aider aussi dans l'entretien du linge, aider à la réalisation des courses, accompagner évidemment pour aller à un endroit avec des amis, enfin, essayer de vraiment faire sortir la personne de son milieu habituel. Voilà ce qu'on peut avoir comme exemple. Alda, il y a une question, excusez-moi. Alors, donc Laurie qui dit qu'elle n'arrive pas à comprendre la différence entre aide à domicile et AES. Donc, si je peux apporter un début de réponse, puis éventuellement vous compléterez. Bien sûr. La différence entre l'aide à domicile et l'AES, ça va vraiment être sur le type d'intervention et le public concerné. L'AES intervient sur des publics auprès de personnes qui sont beaucoup plus fragilisées, on va dire, qui sont vraiment en perte d'autonomie. L'aide à domicile va intervenir sur des publics un peu moins fragilisés, donc auprès de personnes âgées par exemple, mais qui sont encore en capacité de faire certaines choses seules. Donc elle va par exemple accompagner voilà, la personne à faire des courses ou voilà, des petites choses de la vie quotidienne, là où l'AES va faire à la place ou va
utiliser les actes de la vie quotidienne pour stimuler la personne, mais ce sont des publics qui sont différents, en fait. C'est surtout ça. Et ensuite, l'AES va être missionné aussi pour la stimulation des personnes ou pour intervenir auprès de personnes qui souffrent de troubles de type Alzheimer, Parkinson ou autres, mais voilà, qui nécessitent des formations et un accompagnement bien spécifique puisque ce sont des publics particuliers. Oui, je pense que enfin, je veux pas répéter ce que vient de dire Laure, mais voilà, c'est ça, on n'aura pas le même public, même si effectivement on va aller vraiment sur des publics beaucoup plus fragilisés et plus dépendants finalement pour l'AES. Donc du coup, les actes vont être beaucoup plus, par exemple, sur des gestes beaucoup plus sur une aide à toilette. Pour un paraplégique, par exemple. Donc, c'est vraiment pas le même public. Donc, il y aura des techniques que l'aide à domicile n'aura pas par rapport à l'AES. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais voilà, on va avoir des personnes beaucoup plus dépendantes finalement, à avoir plus de manutention finalement auprès des personnes aidées. Donc voilà, on va lever une personne qui est en fauteuil, on va faire plus peut-être à la place d'eux, même si l'aide à domicile va faire, mais c'est vraiment du quotidien. La personne, elle est, on va dire, perte en autonomie moins que évidemment que les interventions d'accompagnement éducatif social. Alors, vous voulez une explication beaucoup plus poussée parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Je pense que c'est la même personne qui pose la question. Alors. Non, je crois que c'est bon. Bon, ah pardon. Ouais. Excusez-moi, c'est moi qui a repris la question. Donc parfait. Donc voilà pour ce qu'on peut dire pour l'AES. Alors donc voilà, j'ai terminé pour cette présentation de ce métier. Alors, technicienne d'intervention sociale et familiale, ce qu'on disait TIS, c'est vraiment un travailleur social à part entière. Il est vraiment là où elle est là, un soutien et accompagne les familles à leur domicile. Et ces interventions sont centrées sur les difficultés rencontrées par les familles. Et c'est plus un rôle d'accompagnement social, d'insertion et de soutien à la fonction de parentalité. C'est par la réalisation d'actes partagés de la vie quotidienne que la TISF, évidemment, va pouvoir gagner la confiance des familles. C'est vrai que ça se fait petit à petit. On intervient comme les deux autres métiers que j'ai présentés. On intervient dans l'intimité des familles. Donc, on va évidemment aller progressivement sur ce qu'on aura à proposer ou faire avec la famille pour qu'elle puisse à un moment donné retrouver l'autonomie qu'elle avait auparavant, parce que vraiment on intervient pour un moment donné de leur vie difficile. Donc c'est vrai que on a évidemment on va faire avec la famille des gestes dans la vie de la vie quotidienne, dans le but évidemment éducatif, qui est en lien avec la parentalité. On va travailler sur l'image de soi, confiance de soi. Par exemple, le jeu va vraiment permettre à apprendre les règles, à respecter les règles. Et aussi, on peut aider aussi la famille à pouvoir organiser son budget, d'aider à un petit peu anticiper certaines factures, voilà, essayer d'un peu d'organiser tout ce qui est administratif et aussi l'orienter vers les interlocuteurs qui vont répondre en fait à leurs besoins. C'est vrai qu'on a aussi, par le biais évidemment des tâches administratives, parce que ça peut vraiment
des fois parfois fragiliser la famille qui ne comprend pas forcément tout ce qu'on demande de faire. Donc on est vraiment là en appui et puis on les accompagne vers tout ce qui est administratif, les administrations extérieures finalement pour en papier administratif. On prévoit aussi, alors pour vraiment permettre le lien social, on peut organiser ce qu'on appelle l'action collective pour que ces familles se retrouvent à favoriser, enfin se retrouvent pour une action choisie ensemble et avoir des informations sur les droits, sur des ateliers cuisine, sur des ateliers sur tout ce qui est par exemple remplir une fiche d'impôt, enfin voilà, toutes les tâches qui pourraient faciliter en fait leur quotidien. Eh bien, on les regroupe et on fait une action collective et ça regroupe des familles et qui permet aussi de faire rencontrer des personnes. Et alors, le TSF, elle peut être amenée aussi à encadrer des droits de visite de parents où les enfants ont été retirés pour diverses raisons. Et du coup, on est un peu le médiateur sans forcément. On est là pour garder le lien finalement. Et voilà. Alors, on peut faire ces temps de droit de visite dans un lieu neutre, ce qu'on appelle dans un lieu qui est hors de leur domicile. Quand c'est stabilisé, ces visites reprennent dans leur lieu habituel et du coup, on intervient dans leur domicile. Et aussi, évidemment, on est amené à faire des écrits professionnels pour aider, pour accompagner les décisions des autres partenaires sociaux. Voilà, c'est vrai que c'est un métier riche, hein. On est là, en fait, c'est vraiment des rencontres de personnes on est là un peu passeur, hein, évidemment, on reste pas. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs modalités pour intervenir, hein. Ça peut être à la demande de la famille parce qu'elle elle en éprouve le besoin, parce qu'elle sort d'une maternité, de grossesse difficile, elle a des enfants à charge et elle a besoin d'un soutien pour un temps, voilà, un moment donné de sa vie. Voilà, je peux vous donner des exemples. Alors, par exemple, là, on va prendre en charge une maman qui a 3 enfants et qui attend le quatrième. On va l'aider à ce qu'elle puisse prendre aussi du temps avec ses enfants, mais qu'elle puisse aussi prendre aussi du temps pour sa grossesse, donc se reposer. Donc, on va prendre en charge des enfants, on va faire un jeu, je sais pas, ranger leur chambre. On va essayer de faire en sorte que la famille se sente bien sans que ça repose tout sur la maman. Alors, c'est vrai qu'on est amené de plus en plus à aller vers des situations où la maman est seule, où le papa est seul. Donc, c'est vrai que ça est aussi avec très peu de monde autour qui peuvent les aider à prendre en charge les enfants. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours simple. Par exemple, j'ai eu le cas d'une maman où ses enfants commençaient donc à grandir et la dernière elle allait en CP, elle avait envie de reprendre le travail. Elle avait envie de reprendre, de commencer un travail qu'il y avait. Elle a voulu faire une formation, donc on a mis en place des heures pour lui permettre de suivre une formation et de l'aider à qu'elle puisse suivre la formation et l'aider à prendre en charge ses enfants sans que ça soit une coupure difficile. Voilà, on va aussi, la dernière que j'ai eue, c'était une maman qui avait un enfant en situation de handicap où il a fallu l'aider pour tout ce qui était bain, enfin voilà, la prise en charge de
de tout ce qui est repas, tout ce qui est autour du jeu, l'éducatif, les sorties, parce que ça, voilà, c'est un enfant qui ne dormait pas, donc elle ne dormait pas non plus, voilà. Donc c'est vrai que ça permet de pallier un moment difficile pour éviter de surcharger et que ça finisse en pleurs ou en cris. Donc voilà, la famille a demandé de l'aide en fait et elle a souhaité une UNICEF pour l'accompagner dans son quotidien. Voilà, alors je pourrais aller plus loin dans le savoir-être. Dans le savoir-être, c'est évidemment on est impliqué dans le quotidien des familles. Et c'est vraiment des familles, des personnes en difficulté. Alors c'est vrai qu'il faut agir avec tact, être évidemment avoir un fort intérêt évidemment pour la personne qu'on a en face de nous et avoir aussi un temps, enfin une adaptation, une observation aussi qui permet de voir un peu ce qui est urgent ou pas urgent et on n'est pas dans le jugement. Hein, il faut aussi avoir aussi la faculté aussi de prendre du recul pour pas se laisser envahir par les émotions. Et évidemment, ce métier exige aussi la discrétion et voire du secret professionnel. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette posture en fait professionnelle. Donc, le savoir-faire, ben, c'est déjà connaître toutes les institutions en lien avec le métier, évidemment. On est en lien avec les éducateurs parce que ça peut être eux qui nous demandent d'y aller, hein, les autres travailleurs sociaux, éducateurs, assistantes sociales, et évidemment, il faut savoir faire preuve de pédagogie quand on veut montrer, transmettre les savoirs aux familles. Et évidemment aussi, on est amené à faire des écrits qui peuvent servir de support pour les actions des autres collègues. Alors c'est pareil, hein, on est seul évidemment au domicile, mais on n'est pas seul on est avec une équipe. En général, on intervient en binôme, c'est-à-dire que même pour aide à domicile ou l'accompagnement éducatif social, on n'est jamais, on va pas continuer à faire. En général, on travaille en binôme, donc on a une alternance en fonction de notre planning, mais c'est assez ça c'est comment dire, ça se fait naturellement en fait. On essaie de pas, soit s'il y a 2 fois ou 3 fois dans la semaine, et ben on y va les 2 dans la semaine ou une semaine c'est l'une et l'autre semaine c'est l'autre. On essaie de vraiment garder du lien pour que ce qui se fait avec une collègue on va pas faire la même chose avec l'autre et voilà, on vraiment on échange sur ce qu'on peut apporter aux familles mais c'est un métier riche et passionnant parce que on fait des belles rencontres. On apprend aussi en fait finalement au sein des familles. Et alors le partage des cultures, ça c'est génial parce que finalement au niveau cuisine par exemple, si on intervient dans une famille d'une origine, et bien on va avoir toutes les saveurs de leur pays et c'est aussi ça en fait la diversité. La différence, c'est plein, c'est plein de richesses. Et aussi, on est en lien avec évidemment la PMI, hein, donc la protection maternelle infantile, on travaille avec les sages-femmes, vraiment en lien avec les autres partenaires et voilà. Alors, je pense qu'il y a des questions où je poursuis. Oui, il y a des questions, Ah, effectivement, Alda. la différence entre une assistance sociale. Alors, la différence, c'est que bon, déjà, c'est pas le même niveau, mais nous, on va vraiment être dans l'action. La TSF, elle est vraiment au domicile déjà. C'est ça
Elle intervient au domicile des familles et on a des interventions de 2 heures, de 4 heures, avec des rythmes parfois de 3 fois, 4 fois par semaine. Tout dépend du prescripteur. Alors quand on dit prescripteur, c'est soit la CAF, hein, une caisse d'allocation familiale, ou on peut avoir le conseil départemental, ou la famille, voilà, qui demande. Évidemment, ça va être la CAF, hein, évidemment, mais on a plusieurs modalités finalement pour intervenir. On va chez toutes les classes sociales. Hein, on n'a pas évidemment. C'est vrai que on rencontre vraiment plus de familles qui sont en situation en difficulté et que une famille sans difficulté, on va y aller, mais on va évidemment rester seulement, par exemple, si c'est une sortie de maternité ou une maman qui s'est tordu la cheville ou qui s'est cassé, voilà, et qui va être mobilisée pendant un temps, effectivement, pour l'aider à faire face à son quotidien. Elle aura besoin qu'on prenne en charge le logement, mais aussi les enfants, aller les chercher à l'école, les aider pour les devoirs, mais tout en étant avec la maman, on n'est pas là pour prendre la place d'eux. On est vraiment on est en soutien et voilà on rappelle que les parents sont là, c'est eux qui ont évidemment plein droit sur sur leurs enfants. Voilà. Je pense que évidemment c'est tout à fait vrai. C'est soumis évidemment à une participation familiale. Vous avez qu'on appelle le coefficient familial. On va avoir des interventions qui vont de 0,15 centimes à 10 euros de l'heure, quoi. C'est en fonction évidemment de leur revenu fiscal. Voilà. Euh, et puis, je pense que oui, voilà. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce métier. On peut donner plein d'autres exemples, hein, mais voilà, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est vraiment le partage en fait avec les autres travailleurs sociaux. Évidemment, c'est aussi permettre à la famille de la rendre autonome. Hein, parce que on est vraiment un passeur. Moi, ce que je dis quand j'interviens, on va pas aller jusqu'aux 20 ans du petit dernier. Mais en fait, oui, on essaye d'apporter le soutien et l'accompagnement qui correspond évidemment à la famille. Et c'est vraiment individuel. Ça va pas être pareil chez Madame Durand que chez Madame Dupont. Enfin, voilà, c'est pas. On a les mêmes techniques d'intervention. Le métier est le même et on va s'adapter. Hein. C'est là où il y a vraiment la faculté importante pour ce métier, c'est l'adaptation, c'est l'observation et d'être à l'écoute des personnes qui sont devant nous. Et on prend évidemment la globalité de la cellule familiale. Et avant tout, c'est vrai que même si on a de plus en plus d'enfants placés, nous, on va intervenir justement avant que ça ne puisse arriver. En tout cas, on va mettre tout en place, tous les taillages possibles pour que la famille rebondisse et puisse retrouver vraiment, euh, comment dire, son rôle parental pleinement. Voilà. Donc évidemment, c'est vrai que c'est des métiers qu'on parle peu parce que c'est des métiers. On a, comme l'a dit Laure au début, on a des idées reçues. Oui, TISF. Ah oui, 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 tu vas faire le ménage. Ah oui, tu vas faire ça. Non, c'est vraiment, on a vraiment un rôle social parce que on a toujours la possibilité de faire que la famille retrouve une vie normale, enfin vie
qu'elle souhaite. Hein. Normal, il n'y a pas de normalité, mais voilà, si par exemple c'est son objectif, c'est de retravailler, et ben on va tout faire pour qu'elle puisse se réinsérer dans la vie, pour qu'elle puisse aller chercher ses enfants à l'école et qu'elle puisse avoir un métier sans forcément être mère au foyer, puisque c'est pas toujours facile de rester à la maison et de pas avoir de lien, parce que souvent les familles qu'on rencontre, elles perdent un petit peu tout ce lien social. Et c'est vrai que c'est un peu une de nos missions, hein, c'est de les faire avancer dans la vie et puis les aider autour de tout ce qui est conseil auprès des enfants pour faciliter leur quotidien. C'est vrai que c'est c'est ça c'est vraiment des métiers où on découvre, on leur fait découvrir aussi ce qu'ils peuvent faire d'eux-mêmes, et puis qui peuvent aussi frapper à de bonnes portes en fait. Et les mettre aussi en lien avec l'assistante sociale pour des démarches administratives, les orienter pour savoir tout ce qui se passe autour culturel, pour que l'enfant puisse aller à la médiathèque, à la bibliothèque, une activité extrascolaire, faire une activité pour les enfants. Mais voilà, c'est permettre aussi à des enfants d'avoir un rythme de vie, se lever le matin, prendre un petit déjeuner, faire le repas des enfants, le retour de l'école, les préparer à l'aide aux devoirs. C'est vraiment ces apports que l'on fait tout au quotidien, tout au long de. Donc mais c'est vrai que on travaille toujours évidemment en équipe, et on partage évidemment les interventions qui nécessitent parfois d'une augmentation d'heures ou une baisse parce que la famille a retrouvé son équilibre. Alors c'est vrai que c'est des métiers qui sont vraiment vers l'humain. Hein. Si on aime s'occuper des personnes, rapporter notre savoir, c'est donner du sens. Hein. C'est un métier qui on peut y accéder à tout âge. En plus là, c'est vrai que la branche favorise un peu l'alternance, l'apprentissage. Donc vraiment, on accueille vraiment des personnes qui seraient candidatées pour TISF. Je pense que c'est facile puisque la branche recrute. Il a besoin vraiment de ces métiers pour continuer au domicile. Et on est à la fois autonome et on prend l'initiative. Hein, évidemment, on est responsable de ce qu'on fait, mais c'est un métier riche. Je pense que j'ai fait le tour de ce métier. Je pourrais vous en parler des heures, mais voilà, je ne sais pas si Laure voulait ajouter un complément, ou j'aurais zappé des choses ou Non, vous n'avez rien zappé, Alda, tout va bien. Je pense que les gens l'auront compris. Vous pouvez effectivement en parler des heures puisque c'est votre métier. C'est d'autant plus facile pour vous d'en parler que du coup, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et effectivement, vous l'avez dit pour le métier de TISF, mais c'est le cas pour l'ensemble des métiers du domicile. Ce sont des métiers qui sont enrichissants dans la mesure où, même si les intervenantes ont un savoir-faire qu'elles vont pouvoir utiliser lors de leurs interventions, elles doivent s'adapter. C'est vrai que la branche aussi, c'est vrai que c'est les métiers, vraiment les 3 métiers que je vous ai qu'on vous a présentés, c'est vraiment les métiers phares de la branche. Mais
on n'oublie pas non plus les métiers qui sont un peu intermédiaires, donc comme responsable de secteur, qui effectivement elle est la personne qui va un peu être un peu l'intermédiaire des familles et des intervenants. Et c'est vrai que c'est elle qui va faire les visites à domicile pour mettre en place l'intervention du TISF ou d'une aide à domicile ou d'une AES. Qui va vraiment être à l'écoute et évaluer les besoins de la famille. Donc c'est vrai que c'est un métier aussi important dans la branche, mais c'est vrai que on a plus besoin de personnes de métiers d'intervention pour on recrute en tout cas. La branche recrute dans ces métiers-là. Donc c'est vrai que la responsable a aussi un métier crucial aussi au sein des structures parce que du coup elle va être en charge d'animer finalement d'animer les temps d'échange, les temps de concertation, des temps de réunion entre les intervenants. Elle peut être amenée à modifier la planification en cas d'urgence. Donc il faut avoir de la réactivité. Elle a aussi à gérer des tâches administratives, évidemment d'organiser les planifications et aussi à mettre en place aussi des temps des entretiens des entretiens professionnels pour demander un peu aux salariés s'ils veulent, enfin voilà, s'ils souhaitent faire une formation ou un petit peu où ils en sont au niveau de leur profession. Si elles souhaitent une formation spécifique, c'est bien qu'ils puissent en échanger pendant ce temps. Et puis, elle est aussi le lien avec les autres partenaires finalement extérieurs comme assistante sociale, éducateur, et puis le fait que la TSF peut mettre en place des actions collectives, elle est aussi en partenariat avec les mairies, les centres sociaux. C'est assez diversifié et c'est intéressant aussi parce que elle a, par exemple, elle peut assister pour faire parler un petit peu des métiers du domicile à travers les séances d'accouchement, donc pour préparer l'arrivée du bébé et du coup elles interviennent avec les sages-femmes pour parler aux futures mamans si elles si elles rencontrent des difficultés, bah, c'est quoi et faire la différence entre ces métiers pour au moment où il y aura besoin, elles pourront faire appel au service d'aide à domicile. Donc voilà, elles ont un petit peu un rôle un petit peu intermédiaire et c'est important qu'on en parle un petit peu quoi. Parce que c'est vrai que elles aussi, elles ont aussi besoin de montrer qu'elles font partie de l'équipe aussi. Alors, Voilà, on a une on question, attend la Alda. question. Vous m'entendez? Alors, est-ce que les curatelles alors les curatelles, alors c'est pas du tout la même chose. Les curatelles, effectivement, elles en ce qu'on appelle les mandataires, elles vont aider. Alors, on peut être en lien évidemment avec elles, ça c'est pas un souci, mais elles n'ont pas le rôle d'un technicien d'intervention sociale et familiale puisqu'elles vont plutôt être là pour tout ce qui est autour évidemment de la gestion en fait tout ce qui est financier pardon et mais on peut être interpellé par exemple si la famille je vous donne un exemple, j'ai une famille qui est sous curatelle et qui lors par exemple d'achat de vêtements pour
ses enfants, eh bien, on fait une demande et on a un bon, soit vêture ou soit alimentaire pour aller acheter les choses pour qu'elles puissent choisir, mais elles n'ont pas c'est pas forcément avec la curatelle qu'elles vont faire ces démarches-là. Justement, c'est avec la TISF qui est au domicile qui va pouvoir les accompagner pour faire ces achats. Alors, les prérequis, c'est vrai que les prérequis pour responsable de secteur, alors vous avez la possibilité d'avoir comment si vous avez de l'expérience, évidemment, TISF, ça arrive que vous puissiez accéder à ce métier, mais si vous avez, par exemple, un BTS en économie sociale et familiale, vous pouvez accéder à ce titre de responsable. Vous Ou un avez, BTS SP3S. alors voilà, pour avoir une capacité de maîtrise informatique, évidemment. Comme j'ai pu le dire, on est un peu dans le management en fait d'une équipe. Donc, c'est tous ces éléments de prérequis vous pouvez suivre évidemment une formation qui vous permettra d'acquérir toutes ces compétences pour devenir responsable. Et donc, évidemment, il faut une connaissance évidemment sociale de la convention collective pour pouvoir accéder aussi à ce métier, mais il est accessible aussi par voie donc validation des acquis en formation initiale avec éventuellement donc comme je l'ai dit un BTS ou bac pro ou je crois que Laure elle a un problème, elle est restée figée je crois, mais et du coup c'est vrai que c'est Vous m'entendez, Alda? Alors moi, j'entends bien. Hein. Vous entendez bien? Bon, c'est vrai que voilà. Ah, donc voilà, les prérequis, c'est savoir, voilà, il y a beaucoup de tâches évidemment administratives en fait. Hein, on est plus d'être un, comme je vous l'ai dit, un intermédiaire entre les intervenants et les familles. Donc du coup, on va plutôt être dans la gestion des plannings, on va animer voilà du collectif. Évidemment, créer une synergie pour qu'une équipe entre les équipes évidemment. On va, comme je vous l'ai dit, être plutôt on est en coopération, coordination avec les autres partenaires sociaux et médico-sociaux et évidemment la famille. Donc c'est vrai que je pense que les prérequis, c'est vraiment être en capacité de dialogue avec évidemment l'équipe, faire face à des situations d'urgence, avoir un bon sens d'organisation, puisque du coup, faut savoir vite aller sur la planification pour avoir une grande réactivité pour des changements de planning en cas d'arrêt maladie, en cas de remplacement, en cas d'un besoin par exemple, voilà, une sortie de maternité, de savoir avoir ou un problème autre. Donc c'est vrai, on est plus dans la responsable, elle est plus dans les ressources humaines, quoi, vraiment. Hein, et évidemment avoir une bonne connaissance sur la législation sociale et la convention collective. Alors c'est vraiment, on peut dire que c'est des horaires du bureau. À part, elles peuvent être amenées à faire des astreintes, c'est-à-dire être comme la TISF est amenée pardon, à travailler les samedis, et bien par exemple la responsable peut être d'astreinte les samedis.
Comme je vous l'ai dit, pour devenir responsable, c'est par la formation initiale ou alternance, ou la validation des acquis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que pouvait avoir comme prérequis la responsable de secteur. Je pense que j'en ai fini. Je demandais alors s'il y avait des ajouts parce que je voyais que vous étiez figé. C'est pour ça que je vous permettais de continuer sur ce métier. Je suis là, Alda, mais je pense que vous ne Voilà, m'entendez pas. Marie, nous on a fini. Ok, du coup, on va passer au conseil en évolution professionnelle. C'est un service, on va le voir, qui vous permet notamment de vous accompagner pour aller vers les métiers de l'aide à la personne s'il vous intéresse. Du coup, le conseil en évolution professionnelle, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un service public, donc c'est entièrement gratuit. Ça permet à tous les actifs de pouvoir bénéficier d'un temps d'écoute pour faire le point sur sa situation professionnelle et pour être aidé à construire un projet d'évolution professionnelle. Et bien sûr, être aidé à mettre en place le plan d'action pour mener à bien ce projet-là. Il y a un site national du CEP qui existe, mon-cep.org. Ce CEP, c'est également complètement confidentiel, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes salarié et que vous venez nous voir, il n'y a pas de lien qui va être fait avec votre employeur, tout restera entre votre conseiller et vous-même. Ce CEP, il est délivré par différents opérateurs en fonction de votre statut au moment où vous sollicitez le service. Donc, pour les demandeurs d'emploi, c'est Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, les missions locales. Pour les personnes en situation de handicap, Cap emploi. Pour les salariés cadres ou les demandeurs d'emploi qui visent des emplois cadres, ça va être l'APEC. Et pour tout le reste, c'est-à-dire tous les autres salariés du secteur privé et les travailleurs indépendants, ça va être des opérateurs qui sont désignés par France Compétences. Et donc, opérateurs qui vont être différents selon la région où vous habitez. C'est pour ça qu'il y a plusieurs logos. Moi, aujourd'hui, je représente le réseau EVA, puisque dans ma région en Occitanie, c'est le réseau EVA qui a été désigné pour délivrer ce service. Mais en fonction de votre région, l'opérateur peut être différent. En revanche, même si l'opérateur est différent, les objectifs de ce CEP restent similaires. Donc, l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet, mais quel que soit le projet. Ça peut être de la reconversion totale, quelqu'un qui serait par exemple boulanger et qui voudrait devenir aide à domicile ou technicien de TISF, comme on en a parlé tout à l'heure, je le dis en abrégé, ça ira plus vite. En tout cas, voilà, ça peut être de la reconversion pure et dure, mais ça peut être aussi de l'évolution dans son secteur d'activité. Donc, ça peut être par exemple une aide à domicile qui devient accompagnante éducative et sociale. Ça peut être aussi de changer de métier, mais dans son entreprise pour évoluer dans son entreprise. Ça peut être aussi des projets de création d'activité, des projets de VAE, de validation des acquis de l'expérience, bref, tout ce qui touche à l'évolution et au changement professionnel. Ça se passe comment ? Vous avez d'abord un premier rendez-vous que l'on appelle le conseil individualisé. Ça va vous permettre d'exprimer votre demande, de nous dire pourquoi vous venez nous voir. On va vous délivrer un premier niveau d'information en fonction de votre demande. Ça peut être de l'information sur les métiers, sur l'accès aux métiers. Ça peut être aussi sur l'offre de formation, les dispositifs de financement, etc., etc. Ça peut s'arrêter à ce premier rendez-vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement. Si vous avez eu les informations qu'il vous fallait pour continuer tout seul de votre côté, ça s'arrête là. Par contre, si vous le souhaitez, il peut y avoir un accompagnement personnalisé, c'est ce que l'on appelle le second niveau de conseil, où là, ça va vous permettre vraiment de formaliser le projet et surtout le plan d'action pour le mettre en œuvre, et notamment le plan d'action en tant que formation, si jamais ça devait passer par de la formation. Pour résumer, vous allez sur le site internet national du CEP, donc je l'ai dit tout à l'heure, mon-cep.org. Ça vous permet de pouvoir indiquer quelle est votre situation, votre statut aujourd'hui, quelle est votre région et d'avoir les coordonnées directement de l'opérateur CEP à contacter. Donc, n'hésitez pas, si ce webinaire vous a convaincu de vous tourner vers les métiers de l'aide à domicile, prenez rendez-vous.
Et puis, vous serez guidé par un conseiller ou une conseillère en évolution professionnelle pour mettre en place ce plan d'action-là, pour pouvoir travailler dans ce secteur. Je ne crois pas qu'il y ait des questions sur le CEP. Du coup, je vous remercie pour votre écoute. Je remercie bien sûr nos deux intervenantes qui connaissaient parfaitement les métiers de ce secteur-là. On vous sent en tout cas passionné par ce secteur et par ces métiers. Ça fait plaisir à entendre. En tout cas, voilà, merci à vous. Vous pourrez retrouver bien sûr le replay sur le site des Semaines de l'évolution professionnelle et n'hésitez pas à participer aux autres webinaires. Il y en a voilà, jusqu'à la fin de la semaine sur tout un tas de thématiques. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.